en direct donc, sur Facebook Live. Donc, j'ai comme invité à mes côtés donc Cassie Ait Yala. Bonjour. Bonjour Myriam. Enchantée. Donc, nous, on se connaît puisqu'on a déjà collaboré ensemble. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes donc en fait le président de Cassie en France, qui est en fait donc la chambre de commerce algérienne et d'industrie en France. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et vous êtes bien Et sûr aussi un grand chef d'entreprise. je suis chef d'entreprise, oui. Voilà. Alors, vous allez nous donner un peu plus de précision sur le rôle justement de votre institution. Notre chambre de commerce, c'est comme toutes les chambres de commerce du monde, c'est une institution représentant des fonctions consulaires d'un État. Vous avez la chambre de commerce et d'industrie française en Algérie. Nous sommes l'équivalent en France. Et cette chambre est orientée beaucoup diaspora, puisque nous sommes une communauté d'origine algérienne très très puissante en France, plus de 8 millions de personnes d'origine algérienne en France. Donc ça vaut la peine de créer et d'avoir créé une structure, et d'un, pour qu'on puisse échanger ensemble, et de deux, apporter notre contribution autant que faire se peut vers notre pays d'origine, comme le font toutes les chambres de commerce à l'international pour tous les pays du monde. Très bien. Elle existe depuis combien de temps aujourd'hui? C'est une chambre qui existe depuis 2014. On est dans la 6e année de notre existence. On a renouvelé une fois le conseil d'administration. C'était en mars 2019. Et là, on est parti pour une législature de 5 ans et pour asseoir définitivement cette chambre en France et puis vraiment apporter des éléments tangibles à notre action et que ce soit quelque chose d'établi pour l'avenir des gens qui viendront reprendre la suite. Très très bien. Alors, d'un point de vue historique, comment elle s'est créée? Est-ce que effectivement vous faites partie des fondateurs? Oui, là vous allez me rappeler mon âge, parce que, parce que c'est une chambre où de tout temps l'Algérie a eu ce vouloir d'implanter une structure économique à l'étranger. 92. On s'est organisé de nous-mêmes, nous les chefs d'entreprise, autour d'une association à but non lucratif qui s'appelait le Club 92, qui a accompagné le pays pendant toute la décennie noire. Et puis, après, on s'est séparés parce que le pays allait mieux et tout allait dans le bon sens. Et on s'est dit que la prochaine fois qu'on fera quelque chose en France, il faut quand même que ça soit représentatif. Et puis, les autorités algériennes ont donné un coup de pouce, et puis le ministre du Commerce de l'époque, lors d'une réunion à l'ambassade d'Algérie à Paris, a officiellement lancé cette chambre que je préside depuis cette date-là. Très bien. Et aujourd'hui, donc, les personnes inscrites au sein donc, de cette chambre sont essentiellement des entrepreneurs issus de la diaspora. Comment elle fonctionne en fait? Vous savez, notre pays a traversé quelques crises. Il est encore dans une des plus grosses, c'est celle de la pandémie que tous les pays du monde traversent en même temps que nous. Et on nous a donné des prérogatives un peu plus élargies par rapport à notre rôle insulaire de chambre de commerce. C'est-à-dire ils nous ont donné comme rôle aussi de créer un lobby d'influence en France, comme tout le monde, les Chinois le font, etc. Et puis on a élargi un peu vers la diaspora. C'est pour ça que on participe à des rencontres diaspora, on encourage la diaspora, on fait des rencontres qui touchent à la diaspora. En général, la diaspora
en particulier la diaspora algérienne en France, mais en général la diaspora africaine. Parce que nous avons une connexion Afrique continentale qui joue. De tout temps, l'Algérie a été à côté de l'Afrique. C'était la terre des révolutions africaines. On a beaucoup aidé les pays africains qui étaient dans le besoin. On a formé beaucoup de dirigeants africains. Et puis, jusqu'à présent, on accueille beaucoup d'étudiants africains en Algérie. Et ils font de grandes études et ils repartent chez eux. Et puis, les choses continuent. On a annulé il n'y a pas longtemps une grande valeur de dette africaine parce qu'il y avait des problèmes dans le Sahel, etc. Donc l'Algérie a toujours été ouverte à l'Afrique. Et là aussi, on est en train de préparer des actions humanitaires dès qu'on a passé le pic en Algérie et le pic en France, parce que la diaspora va participer à cet élan humanitaire vers l'Afrique, on est en train de préparer un dispositif d'aide à l'Afrique par l'envoi de médecins, par l'envoi de produits sanitaires et par la formation aussi, au même titre que le font les autres pays du monde. Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, on va revenir après. On va peut-être parler d'abord de la pandémie, puis on reviendra aussi sur votre carrière d'entrepreneur parce que vous êtes un multi-preneur. Donc, voulez-vous qu'on parle d'abord de la pandémie ou un petit peu aussi de votre carrière? Aujourd'hui, c'est plus sain de parler de l'actualité, et puis parce qu'il y a des morts, vous savez, chez nous on dit, moi je suis musulman, on dit celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité tout entière. Donc priorité à cette saloperie de pandémie qui est en train de prendre des vies, d'être cher et de chambouiller toute l'existence. D'accord. Alors bien sûr, alors moi quand je vous parlais de votre carrière, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce point de vue économique, mais qu'on va traiter tout à l'heure. Alors oui, en effet, alors parlons de cette pandémie qui malheureusement, on vit clairement un moment difficile et exceptionnel. C'est vraiment, ça n'a jamais été vécu à l'époque peut-être de la peste encore. Et aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup trop de morts en France, dans le monde et aussi notamment dans les pays aussi du Maghreb et d'Afrique. Comment vous, en tant que personne, vous vivez déjà cette pandémie et ce confinement? Parce que j'imagine que vous êtes aussi confiné. Plus que ça, moi je dirige la cellule de crise de la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie en France à partir de chez moi. On est sur plusieurs feux en même temps et je ne peux pas vous raconter parce que c'est quelque chose de... je ne vais pas faire pleurer les gens. Bien sûr. Je dirige la cellule de crise et en même temps je fais attention puisque moi-même je suis sensible de par mon âge déjà et de par un peu un problème de santé aussi que tous les gens de mon âge ont, un peu de diabète, un peu de tension. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a le confinement, c'est la décision que j'avais prise dès le départ, parce que moi, je suis en contact avec nos partenaires en Asie, tant en Corée qu'au Japon, à Taïwan, et puis aussi à Shenzhen et Guangzhou. Là, on a des contacts vraiment sérieux. Et on a des informations. C'est pour ça qu'on a été, nous, à la Chambre, à la CACIFRAN, en France, les premiers sur les réseaux sociaux style Twitter à avertir de la complexité de ce monstre. Et il est complexe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par rapport à la quantité de morts, mais il est complexe parce qu'il est inconnu. Il est inconnu et puis on découvre des choses tous les jours et puis on ne sait pas comment ça va se passer après. Est-ce qu'il va pas y avoir une deuxième vague? La semaine dernière, on a entendu un prémisse de deuxième vague en Chine. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé de médicaments,
Le médicament, c'est la première urgence. Parce que quand la pandémie est là, le vaccin est valable pour quand on prévoit la pandémie. Mais le médicament, c'est la première urgence où il faut soutenir aujourd'hui la recherche dans ce sens de trouver un médicament. On a peut-être quelques pistes avec le professeur Raoult à Marseille, où bientôt on saura un peu plus sur ce style de médicament. Et puis, après le médicament, il faut le vaccin. Après le médicament, il faut un vaccin. Le jour où on aura le vaccin, on pourra reprendre la vie normale. Mais tant qu'on n'a pas ce vaccin, il faut faire attention. Donc le préventif et l'intelligence collective doit jouer, parce qu'il faut informer les gens, c'est pas évident. Le préventif, ça va être un masque obligatoire pendant 2 ans. C'est clair. Vous nous donnez une information un peu comme c'est clair. Il va falloir qu'on rentre dans une habitude de masque pendant 2 ans. Parce que je vous dis clairement, le vaccin ne sera pas prêt avant 18 mois, 16 mois. Ça, c'est clair. Donc, il faut compter 2 ans de masque obligatoire quand vous sortez dehors, et puis garder les distances et faire attention. Il faut être discipliné. Il faut faire attention. Le masque est obligatoire aussi, laver les mains. Il n'y a pas besoin de trucs spéciaux qui coûtent, etc. Avec un peu de savon, c'est plus efficace que tous les produits qui puissent exister. Et puis, désinfecter au niveau du lieu de travail et du lieu de vie par de l'eau de Javel, c'est quelque chose de très efficace. Et puis, faire attention, garder les distances. Il faut garder ces distances. Et ça va être... C'est comme le 11 septembre. Le 11 septembre, il y a eu cet attentat terroriste. Et avant le 11 septembre et après le 11 septembre, c'était plus la même chose. Donc, avant le 11 septembre, on montait dans l'avion avec nos ciseaux, avec nos gels, etc. Après le 11 septembre, il faut passer trois cellules de scanning, il faut enlever tout ce qui traîne, couteau, etc., et produits inflammables, etc. Donc on est rentré dans cette éducation et l'être humain s'adapte. C'est comme la nature. Et maintenant, après cette épidémie, il va y avoir des règles d'hygiène de vie, etc., où on doit s'adapter. Et ça va commencer par cette discipline qu'on a réussi. C'est une discipline réussie en France, à part quelques cas de débordement, mais ça arrive toute l'année. Mais le peuple français a joué le jeu, et malgré tous les sacrifices, et les choses se passent bien. Hier, le discours du président il était magnifique. Donc, il a su gérer cette crise, et le gouvernement aussi, parce qu'ils ont été sur le terrain, ils ont fait attention, et puis ils ont encouragé toute la famille médicale et sanitaire en France. Ils ont mobilisé la sécurité. C'est vrai qu'il y a eu un problème d'urgence. Il y avait un problème prévisionnel qui n'était pas là. On ne savait pas, et donc le manque de masques dans un premier temps, etc. Mais je pense que le dispositif préventif sera bientôt là, puisqu'ils ont prévu un démarrage de déconfinement à partir du 11 mai, qui va être un déconfinement sélectif, bien sûr. On ne peut pas mettre tout le monde à la rue et se retrouver avec un retour d'épidémie non contrôlé. Donc il va y avoir un déconfinement sélectif. Donc on va déjà tester le maximum de gens, on va faire des applications de géolocalisation Bluetooth entre une personne et une autre pour détecter qui a le virus, qui l'a pas, et pour s'éloigner de cet endroit. Il va y avoir aussi un accompagnement psychologique pour le retour au travail, ce qui n'est pas évident.
parce que les gens seront toujours soucieux. Est-ce que je dois toucher ce poste de travail? Est-ce que je dois toucher la chaise du Bah oui, bureau? oui. Ouais, il y a toute une rééducation Mm. à accompagner. Il y aura besoin de gens de la communication comme vous pour expliquer tout ça à nos concitoyens. Et puis, la France doit être présente maintenant pour l'Afrique, doit se mobiliser pour accompagner l'Afrique. Et le président, hier, a annulé les dettes africaines. C'est un très grand geste. Maintenant, il va falloir accompagner l'Afrique par le savoir. Et nous, en France, le savoir existe. Donc, il suffit qu'on le fasse savoir et faire adhérer les populations africaines en commençant par mobiliser la diaspora. Parce qu'il ne faut pas venir en tant que Français et dire, voilà, nous, on vous dit de faire ça, ça, ça. Nous, les enfants de l'Afrique, nous pouvons être l'intermédiaire privilégié pour aller vers l'Afrique et expliquer à nos parents, à nos amis, à nos familles, voilà, nous avons le savoir, parce que nous sommes dans le dispositif français de l'économie de marché et du monde du savoir. Si vous avez vu, quand le président a visité l'hôpital de Marseille, il y avait tous les enfants d'Abraham autour du professeur Raoult. Il y a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Sénégalais. Tous étaient là dans la recherche, dans de très hauts niveaux. Et il était étonné, mais il était fier de ça, parce que la France, c'est ça. La France a toujours accueilli, et ceux qui sont accueillis en France ont toujours donné. Si vous vous rappelez, Myriam, historiquement, nos parents, nos grands-parents et nos parents ont libéré, nos grands-parents ont libéré la France et l'Europe en général contre le monstre d'Hitler. Bien sûr. Première et Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr. On était au front. Tu ajoutes que nous, nos parents, les émigrés analphabètes qui sont venus d'Algérie, etc., ils ont construit la France d'aujourd'hui. Ils étaient dans les chaînes, ils étaient dans les mines, ils étaient dans les trains, les rails, etc. Donc ils ont construit la France, etc. Et nous, aujourd'hui, nous sommes aussi une génération qui est là et qui est présente dans les hôpitaux, dans les SAMU. Moi, je vous dis, le nombre de personnes d'origine algérienne qu'on a dans nos listes et qui sont dans les hôpitaux, dans les SMUR, dans les centres de recherche, etc. Alhamdoulilah, c'est un patrimoine, c'est une puissance qui est là et qui aide et qui est au front. Si le président dit qu'on est en guerre, il avait raison. Parce que nos éléments sont au front. Et moi, je sais ce qui se passe parce que je suis en contact par la cellule de crise journalièrement avec tout le monde. Donc, ils sont là. Nous avons des frigoristes qui installent des chambres froides pour stocker des dépouilles en attendant un dénouement. Nous avons des gens qui alimentent. Prenez Kamel qui fait les champignons à Paris et les produits bio à Paris dans les caves parisiennes. Il est là, il travaille, et il alimente les restaurants et les cantines pour alimenter tout le monde. Ils sont là dans le travail. On a Karim qui lui a approvisionné toute la région Île-de-France en masques et en produits sanitaires, etc. Donc on a ce dispositif qui est puissant, qui est présent, et qui, à chaque fois qu'on a eu besoin, comme nos grands-parents et nos parents, ont répondu présent. Et là, il y a de quoi être fier, et sans pour cela aller chercher quoi que ce soit comme bonus ou quoi que ce soit. Nous voulons juste de nous rendre l'appareil. Nous voulons qu'aujourd'hui, la France, c'est vrai qu'elle est mal financièrement, avec l'endettement, avec l'arrêt de la situation de travail. Ça a remis en cause tous les progrès qui ont été faits depuis l'élection de Macron. Donc, la France a beaucoup de problèmes intramuros, mais ce n'est pas ça qu'on demande. Nous, nos parents ont libéré l'Europe, ont donné leur vie pour la France. Et après la guerre, ils ont fait un plan Marshall énorme au niveau de l'Europe pour reconstruire l'Europe. Mais ils n'ont rien fait sur l'Afrique. Maintenant, nous, en Afrique,
on ne demande pas de l'aumône. On veut des fonds d'investissement. On veut du service des gens qui savent de nous accompagner, de nous accompagner et faire un plan Marshall sur l'Afrique. Nous ne sommes pas, nous sommes des gens qui avons créé l'intelligence collective en Afrique, puisque c'est la sagesse de nos parents dans les tribus qui dicte comment fonctionne le village. La ville intelligente dont il parle aujourd'hui, nous avons déjà ça. Parce que nous avons un conseil du village qui décide de comment y faire, qui est envoyé en études à l'étranger, qui est envoyé travailler à l'étranger, qui doit faire ça dans le village, qui doit faire ça dans le village. C'est ça l'intelligence collective. Cette intelligence collective basée sur le respect, la tradition et le savoir de nos ancêtres est présente. C'est ça qu'il faut faire growing. Tout à fait. Et un plan Marshall aujourd'hui à destination de l'Afrique, c'est ce qu'on réclame. On allait le réclamer lors de la conférence de Bordeaux qui devait avoir lieu du 2 au 6 juin, à l'occasion du sommet G20. Nous voulons, moi je l'ai même réclamé lors du dernier forum de Bamako, je dis on doit avoir un plan Marshall Afrique pour le développement de l'Afrique. Nous ne voulons pas un développement anarchique. Nous ne voulons pas de prêt. Nous ne voulons pas de prêt. Nous voulons un fonds. Vous venez, vous investissez chez nous, gagnant-gagnant. Nous savons donner quand on gagne. Et on se partage le gain. Mais nous ne voulons pas de dette. Nous voulons juste un fonds d'investissement. Moi, personnellement, je le positionne à 11 trillions de dollars. 11 trillions de dollars, c'est le minimum pour l'Afrique. Et on fera une Afrique belle, une Afrique intelligente, une Afrique productrice de richesses, parce que nous sommes mieux positionnés que la Chine, parce que nous avons des ressources en Afrique qui ne sont même pas exploitées. Les Chinois, ils ont exploité toutes leurs ressources chez eux. Mais nous, on a des ressources qui ne sont même pas encore exploitées. Donc nous voulons juste un accompagnement pour exploiter nos ressources, pour former nos enfants et pour essayer de propulser l'Afrique au même titre que les autres continents qui ont eu l'aide de ces fonds financiers à un moment donné pour les accompagner dans le développement. Voilà un peu on en parlait aussi du jour d'après. Non, mais c'était intéressant. Et puis, effectivement, comme vous l'avez souligné donc hier, suite à l'élocution de notre président, effectivement, on a parlé de l'Afrique, donc c'était important que vous puissiez rajouter ces éléments. Et c'est vrai que si on revient sur ce virus, clairement, ce virus, il n'a pas de frontières. Voilà, il n'a pas de frontières, il est partout. Et récemment, nous avions eu la chance d'avoir un interview avec un médecin qui expliquait qu'effectivement, il faut accompagner tous les continents, et en l'occurrence, bien sûr, l'Afrique, pour avoir un vaccin, puisque, bon, vous l'avez dit que ça va prendre quasiment 2 ans, mais que finalement, nos professeurs, nos médecins, nos experts travaillent tous en force, unis, et puis que ce vaccin soit en fait partagé pour tous, en fait, avec un tarif juste peut-être. D'ailleurs, je ne sais pas comment cela va se préparer, mais évidemment que tout le monde doit être sur le front et qu'aujourd'hui, cette guerre sanitaire, ben, c'est une guerre où tous les pays doivent être mobilisés, et en partie notamment l'Afrique, bien sûr. De toute manière, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, sauf que au point de vue priorité, moi je dis, les précautions, c'est-à-dire les précautions, c'est le confinement, déconfinement sélectif bien aussi, sûr. C'est le masque, c'est la distance barrière et c'est l'hygiène. Ça, c'est les éléments de départ. Bien sûr. Ça, il faut éduquer la population dans ce sens et expliquer. Et vous, les médias, vous avez un rôle très important dans l'explication factuelle des choses. Bien sûr. 2, c'est à fond la caisse pour un médicament. Bien sûr. À fond la caisse. Bien sûr. Il faut trouver un médicament le plus tôt possible, parce que quand il y a pandémie, le vaccin, c'est après. D'accord. Alors, le vaccin, c'est après. Alors, juste, je vais vous interrompre parce qu'on a aussi des personnes qui nous posent des questions. Donc, on regarde un petit peu les questions.
On a Ouda qui nous pose la question de savoir justement, à vous hein, en tout cas, quelles seraient les mesures à prendre pour bien préparer les phases de l'après-confinement des entreprises pour se préparer. Je vais vous dire, Houda, que l'après ne doit pas vous inquiéter. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, la priorité est faite à cette guerre contre le mal. Pour nous, le mal n'existe pas, c'est l'absence de Dieu. Ce mal qu'il faut détruire. Il faut le détruire, ce mal, et le monde est main dans la main pour aller dans ce sens. Maintenant, pour, euh, pour te parler de l'actuel. Actuellement, il y a des fortunes que tu ne peux pas imaginer, des placements qui sont dévalorisés à 10, 20, 30, 40%. Des 40% de grosses fortunes qui sont parties à la poubelle. Des entreprises qui sont à l'arrêt, des gens qui sont au chômage. C'est une catastrophe pas possible. Mais l'État a décidé de donner l'urgence à cette problématique sanitaire parce qu'une vie, c'est important. Le matériel, c'est l'homme qui fait les affaires, c'est pas les affaires qui font l'homme. Donc, le jour d'après, comme Houda s'inquiète, il va y avoir des belles choses. Par étapes. Il va y avoir des belles choses. Donc, l'intelligence a voulu qu'on est arrivé à un certain niveau d'études, à un certain niveau de recherche, à un certain niveau d'entrepreneuriat, où on est dans un univers où le monde change chaque 5 ans économiquement. Avec l'arrivée, on est actuellement au niveau révolution industrielle 4.0, on est en révolution numérique 3.0. La révolution industrielle 5.0 est déjà dans les tiroirs, avec l'arrivée de la 5G, etc. Donc, il n'y a que des belles choses qui vous attendent. Et des choses qui ont un rapport direct par rapport à l'homme. Si on a remarqué ce qui s'est passé ces dernières années, on a vu que des jeunes sortis d'université ont créé des Facebook, ont créé des Amazon, ont créé des Twitter, et sont devenus, ont pris le dessus boursier, surtout les anciennes sociétés de placement, des sociétés comment on appelle ça, de pétrochimie, etc. Donc, ce qui va arriver à vous, les jeunes, juste après, c'est une continuité, mais il y a juste cette pandémie va nous donner à réfléchir. Hier, on était en conférence avec une association Abraham Lyon, qui rassemble les juifs, les musulmans, les bouddhistes et les chrétiens. On était en conférence comme aujourd'hui, et on parlait de cet élément, de cette pandémie par rapport à Dieu, etc. Et puis on est arrivé à tous à un consensus qui dit que Dieu ne peut pas faire de mal. Donc si Dieu fait du mal, c'est parce qu'il est pas bon, Dieu. Dieu ne fait pas de mal. Mais Dieu laisse le libre arbitre à la nature et à l'humain de se synchroniser, de restructurer, de se remettre en ordre. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une restructuration nature-homme. Quand je dis homme, il y a la femme inclus. Bien sûr. On est dans une restructuration nature-homme qui va nous permettre d'asseoir définitivement cette problématique de défense de la nature, défense des animaux, défense contre la faim, la défense contre la pauvreté, la défense contre les excès, etc., pour pouvoir accompagner ce savoir qui est là, de ces Facebook, de ces Twitter, bien sûr. etc., de ces Tesla, etc., pour accompagner ce savoir-faire vers plus, mais sur des bases responsables. Et je pense qu'on est bien parti pour repartir après ces crises vers quelque chose
de plus responsable, de plus regardant autour de soi, de plus humain, et plus nature. Donc, Houda, no problème, on va vers le bon et soyez tranquille. Alors après, d'autres questions, on répondra aux autres questions. Alors moi, je voulais surtout vous dire, clairement, suite à ce que vous dites, est-ce qu'on peut dire que finalement, ce après, on est en train de changer de monde, clairement. Et d'ailleurs, la phrase de Emmanuel Macron qui nous dit, nous devons nous réinventer, moi-même en fait, même moi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on est clairement dans un changement, on est clairement dans des mutations, repenser l'économie. Et puis moi, je vais vous parler aussi, surtout, nous, on est une chaîne qui est Coworking Channel, donc on est clairement dans le partage. Est-ce qu'on peut parler de nouvelle économie aujourd'hui collaborative, solidaire, voire une économie beaucoup plus juste? Déjà, Myriam, ton créneau, ton business, après cette pandémie, Oui, va être de plus en plus sollicité. bien sûr, Le coworking va devenir de fait. On a vu que le télétravail a bien explosé, sûr. l'enseignement par Internet a explosé, Mmh, le banking numérique a explosé. Le coworking va exploser automatiquement puisque mmh, mmh, tu produis un service mmh, qui est en adéquation par rapport à cette nouvelle mmh, mmh. évolution, à ces nouvelles révolutions. Bien sûr. Donc, moi, j'aurais l'âge encore d'investir, j'aurais investi dans ton produit. Il n'y a aucun problème parce que c'est un produit qui Oui, est d'avenir. Hein. bien C'est sûr. pour ça que nous, on te C'est soutient gentil, depuis bien sûr. le départ. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors justement, revenons un petit peu sur la partie pandémie. Donc bien sûr, on a bien compris qu'en France, on avait eu, parce qu'on n'était pas préparé, qu'il y avait ce problème de masques, hein, d'équipement aujourd'hui. Est-ce que du fait que, bon, comme toi, tu es un peu dans cette cellule de crise entre la France et l'Algérie, est-ce que ce sont des choses qui vont aller vite, puisque c'est vrai qu'hier encore, on parlait du fameux masque grand public. Donc j'imagine que ce fameux masque grand public, c'est un peu ce masque qui va être qu'on va garder peut-être sur ces 2 ans. Il sera prêt pour le 11 mai, pour le coup. Alors, il sera prêt Il en faut, France et peut-être en Algérie. C'est ça aussi que je voulais aussi vous poser. dans l'économie, on n'est pas sur du tout ou rien. D'accord. On est sur du progressif. Et si vous avez fait des études supérieures, Oui. vous aurez constaté qu'après les équations logiques, à partir des dérivés, on va vers des choses jusqu'à l'absurde, jusqu'à l'imaginaire, Mmh. Et maintenant, on est Ouais. parti sur du quantique. Mmh. Le tout ou rien est périmé. Aujourd'hui, tout se fait progressivement. On rentre dans une économie où le changement se fait dans l'action. Le changement se produit dans l'action. Donc à chaque étape, il y a une grande proportion de prévisionnel basé sur le passé, sur le marché, etc. Mais les nouvelles technologies nous poussent à avoir une partie de notre prévisionnel sur des raisonnements à l'absurde ou le raisonnement imaginaire. Donc on va toujours laisser une partie de notre prévisionnel sur de l'organisation dans l'action. Et ça va nous apprendre à mieux entreprendre. Pour la simple raison que si on prend le cas de ce virus en France, on a vu que par rapport au masque dont vous me parlez, Mmh. il y a eu beaucoup d'innovations. On a vu des petites sociétés de produits Bien X sûr. comme la 3D. Mmh. Ils ont sorti des choses d'une manière rapide et efficace. D'autres qui sont dans le textile, ils nous ont sorti des masques en textile en mettant des filtres à l'intérieur, etc. et qui sont réexploitables en les lavant à 60 degrés. On a beaucoup, beaucoup d'ingéniosité qui est sortie pendant cette crise. Et c'est ça qu'on appelle l'organisation dans l'action. C'est de répondre à la demande le plus rapidement possible. Je vous dis, moi, en tant qu'ingénieur, vous savez que je Bien suis sûr. l'inventeur du téléviseur à Je écran voulais en plat. parler, mais voilà, ça y est. Donc, bien sûr. Bon. Donc, on a toujours eu un problème en France, en tant qu'industriel,
de passer de la création, de l'ingénierie, de la recherche, qui est d'ailleurs aidée par l'État, à la production en série. Le fait de faire un prototype, de le tester, de le retester, de le passer dans les... Ça met beaucoup de temps. D'autres pays, c'est moins de temps, et ils arrivent à mettre le produit en ligne rapidement, le prototype, etc. Ils ont moins de temps. Donc, c'est-à-dire notre environnement n'est pas apte à suivre l'évolution technologique et l'évolution des révolutions existantes. C'est pour ça que grâce aujourd'hui à BPI, grâce à Business France, grâce à French Tech, grâce à ces dispositifs qui ont été créés récemment, grâce à tous ces gens-là, nous sommes aujourd'hui, nous avons commencé, nos enfants ont commencé à répondre à de la demande rapide et à créer, grâce à la 3D, l'imprimante 3D, ils ont commencé à créer des choses et répondre au marché rapidement. Donc c'est pour ça que moi je suis soulagé par rapport à cette inertie. On a fait un pas en avant. Et on va ancrer définitivement ce processus dans la formation, dans les études. Parce que la grande problématique de nos écoles, et ça, on a hérité de ça en Algérie aussi, c'est l'école jacobine n'a pas formé des managers qui créent de la valeur ajoutée. Elle a formé des gestionnaires de budget, elle a formé des administrateurs, des contrôleurs qui font ça mieux que tout le monde dans le monde. Mais les managers qui créent de la valeur ajoutée, de la richesse, on les a mis de côté. Donc, il va falloir de plus en plus implémenter, en France et chez nous aussi en Algérie, de la formation pour créer des managers ou des entrepreneurs qui savent créer de la valeur ajoutée. Et la seule manière de créer de la valeur ajoutée, c'est de s'adapter aux outils modernes et de répondre à la demande dans des délais qui sont prescrits. Donc c'est pour ça que moi je suis confiant, ça va faire bouger beaucoup de choses. Alors, il va y avoir beaucoup de dégâts, mais c'est des dégâts de l'humanité tout entière. Donc on est dans l'humanité, on est dans le monde, on va subir comme le monde. Mais moi, je suis très confiant de par notre jeunesse qui va savoir répondre rapidement dans une autre manière. Parce qu'il faut dire que nous, notre génération, elle a fauté quand même. Oui, mais, non, mais c'est vrai que vous avez raison parce que vous parliez, on a la chance, effectivement, on est quand même en 2020, que les nouvelles technologies ont permis, alors on a bien sûr nos Américains avec Tesla, avec effectivement Mark Zuckerberg, Twitter. Aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, c'est une jeunesse et vous avez raison de dire que ce sont des entrepreneurs qui ont été rapidement accompagnés et en recherche et développement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la France, comme l'Algérie, hein, comme toute l'Afrique, on a des compétences en matière d'innovation. Et il faut former et aller plus vite pour leur donner les moyens de se développer. Je pense que là, parce que là, on le voit aussi aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui sont des petites TPE, mais qui ont réussi, comme vous dites, avec leurs imprimantes. Moi, j'ai vu un jeune enfant de 14 ans à pouvoir équiper un hôpital en matière, il manquait des éléments sur des masques. Et effectivement, il a innové. Donc, il faut encourager la jeunesse parce que finalement, dans cette difficulté, la créativité, l'imagination va peut-être aussi être une des solutions pour contrer ce qu'on est en train de vivre aussi. Hein. Mais il faut faire attention à cette créativité, elle est volatile. Elle a beaucoup d'avantages puisque avec un petit PC ou un portable, on peut créer des choses merveilleuses. Mais moi j'ai assisté un jour à Las Vegas, on est parti avec une équipe des jeunes qui avaient start-up françaises, etc. là-bas, qui ont des belles choses. Et je me rappelle, une
société qui avait inventé un parapluie intelligent. Le soir, le Chinois est venu avec un sac de cash et il lui a acheté le brevet. Ah oui, oui. Donc, on a cette volatilité, c'est ça, Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. de ce savoir, parce qu'il est immatériel. C'est-à-dire, c'est un savoir intellectuel, un savoir. Voilà. Donc, on a cette problématique. Il faut créer un écosystème de bien-être et d'avantages en France et ne pas harceler les gens. Une petite erreur comme ça, on lui bloque sa société. Une petite erreur de non-déclaration de ça ou de trucs, et la société est bloquée. Oui. Il faut qu'on arrête ce harcèlement. Il faut qu'on donne le droit à l'erreur à l'entrepreneur. Il faut que l'entrepreneur soit au centre du dispositif de la société et de l'intelligence collective. Il faut que l'entrepreneur soit respecté. Il faut qu'il soit accompagné, aimé et chouchouté. Quand l'entrepreneur soit au centre du dispositif. Aujourd'hui, nous sommes partis sur un système qui date de bien avant, il y a déjà beaucoup d'années, et nous n'avons pas su évoluer avec le monde moderne, avec le monde en général. Le monde en général est un monde qui se transforme, je vous ai dit, chaque 5 années. Et il faut que notre administration, il faut que nos politiques, il faut que nos responsables, il faut que nos écoles se transforment aussi rapidement que ça. Sinon, on a beau aider une entreprise qui crée, et puis, arrivé à maturité, il y a un Chinois ou un Anglais ou un Américain ou un Allemand qui vient prendre le produit et le transforme chez lui. D'ailleurs, si le président était étonné de ne pas avoir beaucoup de franco-français autour du professeur Raoul, mais les franco-français, ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre, ils sont en Allemagne. Bien sûr. Fuite de cerveau. Parce que c'est pas évident d'entreprendre en France. Mais oui, je vous dis, ni en Algérie. C'est pas évident d'entreprendre dans un milieu qui n'est pas en adéquation avec l'évolution du monde. Donc c'est pour ça que les réformes sont obligatoires. Même, il ne faut pas aller chercher la réforme qui bloque les avantages ou la redistribution ou la répartition des richesses. Il faut aller chercher les réformes qui créent de la valeur ajoutée. Et les réformes qui créent de la valeur ajoutée, et tout le monde, celui qui n'adhère pas à des réformes qui créent de la valeur ajoutée n'est pas nationaliste. Il n'est pas honnête. Il faut que l'ensemble de la société française et algérienne aussi, puisqu'on a les deux pays, encourage l'entreprise qui crée de la valeur ajoutée. Et il faut donner le droit à l'erreur au chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il se retrouve tout seul dès qu'il y a un problème. Dès qu'il y a un problème, l'État se retourne contre lui. On le ruine, sa maison, c'est ce qu'il a. Ses salariés se retournent contre lui. Il se retrouve main devant, main derrière parce qu'il a osé. Et l'entreprise, c'est la gestion de risque. Et celui qui ne prend pas de risque n'est pas entrepreneur. Bien sûr. Celui qui ne prend pas de risque n'est pas entrepreneur. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous parce que nous, récemment, on avait fait un live, on avait interviewé tout un groupe de chercheurs, de docteurs français et qui expliquaient que c'était un drame, que tous nos médecins, la fuite des cerveaux partaient à l'étranger parce qu'il y avait un gros problème, les doctorants, un gros problème de revenus. Et vous avez souligné quelque chose de très, très important. Donc, j'espère qu'il y aura un peu plus de souplesse à nos entrepreneurs et nos inventeurs parce que du coup, ces entrepreneurs inventeurs créent de l'emploi et créer de l'emploi, c'est de la richesse, donc c'est une évidence absolue. Donc là, je vous rejoins. J'ai une autre question, j'en profite. Donc je vois qu'il y a 101 idées pour l'Algérie qui revient sur le sujet, donc bien sûr sanitaire. La question est, peut-on prendre au sérieux les inquiétudes de Bill Gates sur l'Afrique au niveau sanitaire? 101 idées pour l'Algérie est une initiative magnifique. D'ailleurs, ils ont un site où on peut déposer des idées. Moi, je leur ai dit, vous êtes un Hirak numérique. C'est génial. Ouais, magnifique cette plateforme.
cette initiative, elle est magnifique. C'est-à-dire, au lieu d'aboyer comme ça, sans rien, comme dans un stade, etc., amenez vos idées, mettez-les dans la boîte, et ils vont en faire un bouquin, 14, je crois, 14 recueils qui vont être créés. C'est des recueils sectoriels où il va y avoir une idée dans chaque recueil. Et là-dedans, les jeunes ou les moins jeunes ou ceux qui ont des idées de voir un changement, d'évoluer, de créer de la valeur ajoutée, vont mettre leurs idées là-dedans. Et je salue Amin Tobouk, le président de ce collectif, que je connais très bien et qui fait un travail merveilleux. Maintenant, la question était de savoir si on va aller vers... rappelez-moi s'il Alors, vous je vais vous plaît. dire, en fait, c'est effectivement, peut-on prendre au sérieux les inquiétudes de Bill Gates sur l'Afrique, hein, parce qu'effectivement, au niveau sanitaire, hein, puisqu'il avait fait pas mal de colloques déjà, pas mal de colloques déjà depuis quelques Moi, années. je vais vous dire juste une chose. Bill Gates, c'est un monsieur qui est attaqué de tous les côtés parce qu'il essaie, dans le cadre de la société civile, dans le cadre de l'humanité, d'apporter de son intelligence pour apporter des solutions dans le monde entier et en général dans des pays qui sont qui n'ont pas le moyen, comme le Bangladesh, comme l'Inde, comme l'Afrique, d'apporter ce qu'il peut, son savoir et puis ses relations, son carnet d'adresses, etc., autour d'une association qu'il a créée avec sa femme. Et il est critiqué de partout. Il n'est pas parfait comme tout le monde. Je vous dis, un chef d'entreprise n'est pas parfait. Il a le droit à l'erreur. Mais là, ce qu'il est en train de faire dans le cadre humanitaire, c'est pas du business, c'est caritatif. Mhm. Et il apporte des solutions. Elles peuvent réussir comme elles peuvent pas réussir, mais c'est des solutions innovantes. C'est des solutions qui règlent le problème. Si ça marche, ça règle le problème. Et moi, sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour cet homme Mhm. et son épouse et l'ensemble des gens qui travaillent avec lui, parce que je l'ai étudié au point de vue dans un livre et dans un documentaire qui est sur Netflix d'ailleurs, Mhm. et j'ai vu un peu ce qu'il fait et son action est magnifique. Donc ce gars-là, il faut qu'on lui ouvre les portes en grand et il faut bien sûr lui donner les données locales. Qu'est-ce que c'est l'Afrique? Il faut qu'il aille sur le terrain, qu'il voit nos anciens dans les villages, comment ils raisonnent, etc. Et tous ces gens-là qui font du blabla dans les réseaux sociaux contre ce monsieur, sincèrement, qu'ils mettent 10 euros dans la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge algérien pour aider à faire des actions, Mhm. au lieu de se raconter des histoires, etc., et de critiquer les gens qui prennent de leur temps, parce que le temps de Bill Gates, le business est derrière lui. Bien sûr. Et c'est l'une des plus grosses fortunes du monde, grâce à son savoir, grâce à son intelligence. Et aujourd'hui, en fin de vie, c'est comme je dis moi-même à tous mes amis, la plus belle chose qui puisse m'arriver, c'est de finir ma vie dans un environnement de pauvres. Parce qu'à côté des pauvres, on voit des choses. Et quand on a tout vu dans la vie, cet élément-là, et c'est ce qu'a fait Bill Gates. Mhm. Aujourd'hui, il se rapproche du terrain, des pauvres et des sociétés qui sont en manque de moyens, etc. Et c'est un grand monsieur à encourager. Très, très bien. Alors, je voulais revenir aussi, vous en avez un petit peu parlé sur ce sujet. Au niveau, bon, vous avez bien remarqué que pendant cette pandémie, nous avons bien sûr sur le front nos médecins, donc tous les métiers qui sont sur le front, bien les caissières, les chauffeurs. Euh, Vous, étant entrepreneur, je voulais savoir au niveau justement ben, de la valeur de leur travail, parce que du coup aujourd'hui, ces métiers qui en majorité souvent ont eu un SMIC, voire des emplois à temps partiel pour nourrir leur famille. Il est question peut-être un jour de valoriser justement leur travail parce que c'est des heures et des heures et là ils sont clairement sur le front finalement.
Je vais juste vous dire une chose à propos de notre diaspora qui est sur le front aussi. à combattre, Le virus. ce virus Mhm. et cette situation qui n'est pas facile pour eux. Moi, j'ai confiance. Sincèrement, le président, j'ai confiance au président. Moi, je l'ai connu à Alger dans une rencontre économique. On s'est rencontrés dans l'ascenseur, Voilà. il descendait faire son footing. C'est quelqu'un qui est honnête. Qui est honnête. Il ne faut pas lui enlever ça. Il a vu, il a été sur le terrain, il a vu ce que notre communauté, ce que les émigrés font, ce que ceux qui viennent d'Afrique font et qui sont toujours au front, etc. Et il leur a dit que après ça, je reconsidérerai plein de choses. Je reconsidérerai plein de choses. Bien sûr. Et il va le faire. Il va le faire. Il va adapter, il va régler le problème de diplôme, il va régler les problèmes d'équivalence de diplôme, c'est très important pour nos médecins, etc. Il va régler les problèmes. Et les Français ont vu aussi que nous sommes, qui sont sur le terrain et qui font un travail merveilleux, au risque de leur vie, etc. D'ailleurs, on a eu des décès dans le corps médical d'origine de la diaspora. Ce que je lui demande en plus de faire, c'est de régulariser toute cette problématique de réfugiés. Il va y avoir besoin de main-d'œuvre, il va y avoir besoin de force, il va y avoir besoin de trucs pour reconstruire une économie. Il a besoin même de ces gens-là pour repartir en Afrique et faire des choses. Parce que la seule solution économique pour la France en projection, c'est l'Afrique. Et on n'a pas de moyens en France. La seule solution pour nous, c'est d'utiliser notre diaspora pour influencer, d'utiliser notre savoir pour former, d'utiliser nos moyens pour construire l'ingénierie, etc. Et accompagner toute l'Afrique dans le savoir, étant culturel, étant entrepreneurial, étant administratif. C'est ça. La France ne peut donner que ça. Elle peut monter, elle peut être à la tête de ce fonds d'investissement qu'on appelle le plan Marshall Afrique, rien qu'en ingénierie. Il y a mettre un ticket de 100 millions ou 200 millions et faire lever de l'argent au niveau du monde entier pour faire construire ce fonds. L'ingénierie financière, elle peut être à la tête de ça. Et ça, c'est un projet du jour d'après pour la France. Et elle peut être sûre que nous, en Algérie, on a une position géostratégique, on a un niveau de développement, on a une diaspora qui est magnifique, et on accompagnera le processus de développement de l'Afrique d'une manière ou d'une autre, mais on y sera. Et l'axe Paris-Alger-Johannesburg est un axe qui devra être un axe structurant, parce que c'est un axe qui a déjà travaillé ensemble et qui connaît l'autre et qui sait donner. L'Algérie donne, la France donne et l'Afrique du Sud donne aussi grâce à son histoire de Mandela, etc. Très très bien. Alors j'ai une petite question aussi qui me pose la question, donc encore Ouda, comment pouvons-nous aider nos pays d'origine à savoir transmettre des aides pour l'achat de masques ou de gel en étant à l'étranger? Est-ce que la CACI peut être un intermédiaire de collecte, par exemple, de fonds? Il y a une initiative là actuellement qui va être présentée au public prochainement, qui s'appelle Dans Diaspora des aides. Donc la CACI en France est parrain de cette initiative. Cette initiative a été créée par une personne qui est magnifique, c'est Yasmina Seguirat. Elle est présidente de l'initiative. Elle est présidente, elle est responsable de la commission RSE, territoire et philanthropie au niveau de la CACI en France.
Elle est aussi membre cadre dirigeant au niveau de l'organisation intergouvernementale CHEM. Donc, Yasmine Seguirat a eu l'intelligence de créer cette initiative. Et cette initiative, elle a 3 axes. Elle a un axe pandémique, c'est-à-dire sanitaire. C'est un hashtag Covid-19 DZ. Elle a un axe économique, c'est hashtag le jour d'après DZ. Et elle a un axe continental, hashtag Africa United DZ. Donc, nous sommes parrains de cette initiative. Et cette initiative est en cours de mise en place parce que quand on touche à tout ce qui est dents, etc., il faut être régulé. Donc, il faut faire les choses d'une manière très bien. Et parce que chaque sou doit arriver à qui de droit et doit être transformé à bon escient. Donc, tous nos juridiques, nos responsables sont en train de traiter cette initiative avec Yasmine et elle va être lancée prochainement. Très bien. Alors, parfait. Donc, on a répondu quasiment à toutes les questions. Bon, je voudrais pas abuser trop de votre temps, mais je voudrais, alors voilà, en restant positif à tous les personnes qui nous écoutent et notamment les salariés, les entrepreneurs. Vous qui avez cette expérience d'entrepreneur, donc vous l'aviez dit, vous étiez à l'origine d'une innovation de la découverte, donc vous avez créé l'écran plasma. Comment vous pouvez les rassurer? Parce que c'est vrai que là, on dit, on est dans le confinement, mais on sait très bien qu'il va y avoir une crise. Comment, finalement, est-ce que pour nos salariés, même chômeurs, est-ce qu'ils vont facilement retrouver un emploi, garder leur emploi? Ça, c'est pour la partie salarié, chômeur, et pour la partie entrepreneur, pour ces TPE, ces auto-entrepreneurs freelance. Voilà. Comment vous imaginez leur avenir, en fait? Je vous dis comment un entrepreneur réagit face à une crise. Voilà. Elle peut être d'ordre international, mondial, comme c'est le cas actuellement. Elle peut être au niveau seulement de son créneau de business. Bien sûr. Voilà. Donc, réduction de charges, ça c'est la première des choses qu'il doit faire. Parce qu'une entreprise qui prend du plomb dans l'aile, même si elle est aidée après, etc., elle est difficile à redécoller. Bien sûr. Deuxième chose, c'est s'assurer de garder les éléments clés de l'entreprise dans tous les domaines, dans l'administration, les ressources humaines, l'ingénierie, le développement, la production et même le service après-vente. Donc ça, il faut que le chef d'entreprise s'en fasse une priorité, garder les hommes clés. Maintenant, le gouvernement a beaucoup aidé dans le cadre du chômage technique, dans le cadre d'un chômage qui peut durer encore quelques mois, etc. C'est vrai que l'État fait des gestes envers l'entreprise, mais c'est pas gratuit. L'État, parce que c'est nous, les contribuables, qui allons payer tout ça. Mais l'État a choisi. Il a choisi de mettre l'entreprise au centre du dispositif de relance. Parce que c'est l'entreprise qui crée de la valeur ajoutée. C'est l'entreprise qui crée de l'emploi. Donc, tout ce que l'État donne à l'entreprise, ou prête à l'entreprise, ou facilite la vie de l'entreprise, il y aura un retour sur investissement. Il y aura un retour sur investissement parce que à tous ces PME, TPE, petites, moyennes et grandes entreprises, je dis, et vraiment je m'adresse aux chefs d'entreprise, j'aurais bien aimé vivre ce jour d'après avec vous dans le terrain. Mais on sera là pour vous faciliter les choses, du moins en direction de notre pays qui est l'Algérie, où il y a plein de choses à faire.
Il y a énormément de choses à faire pour l'export. Sur l'Afrique, ça aussi, il y a beaucoup de choses à faire sur l'Afrique. On sera là pour accompagner les entreprises françaises de toutes dimensions vers l'Afrique. Et croyez-moi, avec tout le potentiel qui est là, grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouvelles révolutions, avec tout ce qui va arriver, si vous plaignez encore, c'est que vous n'êtes pas apte à être chef d'entreprise. Votre rôle, ce n'est pas de se plaigner, c'est de prendre vos responsabilités. Votre responsabilité, c'est l'emploi. Les gens qui veulent travailler doivent pouvoir travailler et gagner de quoi subvenir à leurs besoins. Votre responsabilité, c'est le redéploiement de votre entreprise en fonction de la conjoncture. Ça, le chef d'entreprise, il est un peu fou. Il est un peu fou. Il sait prendre les risques là où l'État ne peut pas prendre le risque, où l'administration ne peut pas prendre le risque. Lui, il sait le prendre. Il peut prendre un billet d'avion, aller en Afrique, aller négocier dans la brousse ce qu'il faut, etc., créer de la valeur ajoutée. Ça, c'est le rôle du chef d'entreprise. Et hier, le président a mis l'entreprise, dans le jour d'après, au centre du dispositif de relance. Et ça, c'est quelque chose d'acquis. On ne peut pas aujourd'hui se plaindre. L'entreprise ne doit pas se plaindre. Elle doit se transformer. Elle doit accompagner le processus dans le bon sens. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va être injecté dans ce programme de relance par l'Europe, par la Banque centrale française et puis par la Banque mondiale. Bien sûr. Donc il y aura beaucoup d'argent. C'est de l'endettement parce que vous savez qu'aujourd'hui le monde est endetté. Bien sûr, bien sûr. La dette mondiale, elle est 3 fois le PIB du monde. Le PIB du monde, il est à 82 ou 86 trillions de dollars et la dette est 3 fois plus. Donc c'est pour ça que cette petite pause naturelle, nature humaine, cette petite pause nature humaine, de restructuration nature humaine, sera peut-être une pause bénéfique. Ce qui va nous faire beaucoup mal au cœur, c'est la perte de vie humaine. Mais une pause pour vraiment dire, voilà, on va continuer, ça continue d'ailleurs, on va continuer le développement, on va continuer la science. Et ce qui est magnifique chez nous, les musulmans, c'est qu'on dit, il n'y a pas de limite à la science, quelle que soit la problématique. La science doit primer sur tout. Il faut toujours avancer, ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad, les gens croient que l'ijtihad, c'est lire le Coran, lire les hadiths, etc. Non, l'ijtihad, c'est la science, c'est l'évolution. C'est ça l'ijtihad. Donc, on a cette option coranique, divine, qui dit il faut que la science avance. Il ne faut pas arrêter la science. Il ne faut pas dire que c'est la science qui a fait nos problèmes. Jamais. La science trouve des solutions à nos problèmes et trouve des solutions à la vie des êtres humains sur Terre, de manière à ce qu'ils puissent vivre en intelligence collective et puis qu'ils construisent et produisent de la valeur pour le bien-être de tout le monde. Bien sûr. Alors, on va terminer sur cette dernière question, enfin en tout cas de nos followers. Il y a Nathan Forlis qui vous dit, vous parlez d'un cercle vertueux en Algérie afin de faciliter par la CACI, mais c'est basé sur la diaspora algérienne. Est-elle vertueuse? C'est une question très compliquée. Oui, très compliquée. Non. Il faut juste être simple. L'Algérie, comme elle a toujours été, est très généreuse quand elle a les moyens. Aujourd'hui, sincèrement, on a des problèmes. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas endetté. L'avantage, c'est qu'on a 60 milliards de dollars, l'équivalent à 3 fois le PIB du Mali, en caisse. L'avantage, c'est qu'on a fait un investissement de plus de 1500 milliards de dollars dans tout ce qui est infrastructure depuis 20 ans ou 25 ans, dans tout ce qui est infrastructure, et en y ajoutant la formation, en plus de 300 000
hauts cadres, médecins, ingénieurs qui sortent des universités algériennes chaque année. C'est pour ça qu'il y en a plein en France. Donc, on a des atouts intrinsèques. On est un continent dans un continent. C'est le plus grand pays d'Afrique. On a des possibilités au point de vue ressources minières, l'eau. C'est un pays de 4 saisons en même temps. Vous avez l'hiver, l'automne, le printemps et l'été en même temps. On a 12, 13 cuisines différentes. On a une beauté naturelle qui n'a pas son équivalent dans le monde. Donc, il y a un potentiel. Et on a la jeunesse. On est presque à 74% de jeunes moins de 36 ans. Donc, on a ce potentiel. C'est dommage qu'il y a eu ces crises et qui nous a bloqués dans l'évolution de notre projection de développement. Mais on était déjà apte à être un pays émergent, puisque si on additionne le PIB algérien qui est de 180 milliards de dollars, plus l'informel qui n'est pas comptabilisé autour de 60 à 70 milliards de dollars, plus le PIB de la diaspora qui est autour de 160 milliards de dollars en le comptant rien cosmique, on est déjà pays émergent. Donc, le potentiel algérien est magnifique. Il est complémentaire à celui de la France. L'axe Paris-Alger doit être un axe structurant pour le développement de l'Afrique. Il suffit que les entrepreneurs, que la société civile, ou avec de l'intelligence collective, mettent la main dans la main et construisent ce pont Paris-Alger d'une manière win-win et qui apporte le bien-être à tout le monde, à nous en France, à nous en Algérie et à nous en Afrique. Très bien, très bien. Nous accompagnerons le dispositif à partir d'ici. Toutes les entreprises françaises qui sont intéressées d'aller vers l'Algérie peuvent nous contacter. Vous avez nos coordonnées. Toutes les entreprises algériennes qui veulent des partenaires en Algérie, nous sommes là à leur disposition. Nous pouvons aussi apporter les moyens et puis les informations et l'accompagnement jusqu'à la réalisation de la richesse entrepreneuriale in situ. Très très bien. Alors je voulais aussi justement donc au niveau de voilà, on est au confinement jusqu'au 11 mai. Est-ce que pour vous c'est une date qui vous paraît correcte? C'est déjà une date qui va me faire vieillir d'une année puisque je suis né le 11 mai. Tu sais, nous, avec un certain âge, Oui. on ne se réjouit pas de nos anniversaires. Oui. Mais celle-ci, en tout cas, celle-ci, elle va vous marquer, hein, c'est sûr. Hein. C'est une année en plus. Oui. Hein. Est-ce que cette date du 11 mai va être tenue? Le président, hier, a répondu lui-même. Il a dit, on est en face de l'inconnu. On sait que le confinement, moi je suis confiné depuis 25 jours aujourd'hui, chez moi. On sait que le confinement a apporté un mieux-être, a apporté une progression, a apporté des indicateurs statistiques intéressants. Il faut continuer. Je pense que aller jusqu'au 11 mai sera obligatoire et ça a été décidé déjà. Après le 11 mai, je pense qu'on va rentrer dans un déconfinement progressif qui obéit à certains critères. Et sincèrement, ça serait bien que tout le monde adhère aux innovations, c'est-à-dire concernant la géolocalisation des gens atteints du virus, et puis le masque obligatoire, se laver les mains, et puis garder la distance barrière entre les personnes, etc. Ça va continuer, mais je pense qu'on en a encore pour 2 ans de faire attention. D'accord, très bien. Alors, je voulais vous parler parce que justement des marchés, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on a entendu que, par exemple, bien sûr, le marché du tourisme, l'aviation, les voyages, c'est terminé, les restaurants, l'événementiel.
Donc on a effectivement, ils vont pas ouvrir pour les raisons que l'on sait. Donc effectivement, ça va pas être évident pour la crise. Mais je voulais aussi avoir votre avis, puisque moi qui est dans le coworking, sur en fait le marché de l'immobilier et notamment quand on va intégrer nos bureaux en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que est-ce que finalement on va aussi, comme vous parliez de l'aspect sanitaire, on va sécuriser nos lieux, nos bureaux, d'un point de vue, on va les nettoyer, on va porter des masques dans son bureau, parce que quand on est dans un open space, par exemple. Myriam, de toute manière, ce que tu me demandes comme question, c'est déjà appliqué. Il y a des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, D'accord. de par l'obligation. Mhm. Donc, on a cette expérience de vie en commun dans des bureaux, il y a même des rencontres au niveau de plateaux de télévision. On a des gens qui sont dans les restaurants, qui font à manger aux médecins, etc. Nous avons des commerçants qui vendent dans les marchés, qui vendent. La vie va reprendre, mais pas la vie comme avant. D'accord, d'accord. On va reprendre Mhm, progressivement mhm, et il va y avoir beaucoup d'intelligence et beaucoup d'innovation qui vont venir implémenter ce nouvel mhm. ordre mondial qui est de fait, qui va démarrer après la pandémie. Donc on va aller progressivement. L'être humain, il a démarré à rien, moins que rien. Il envoie des avions dans le ciel, Ouais, c'est vrai. il envoie des fusées dans le monde. Mhm. L'être humain s'adaptera. Bien sûr, c'est Mais fait. il va faire juste un peu plus attention à la nature, Mhm, et avec les autres composantes qui vivent en même temps que lui sur Terre. oui, oui, oui. Donc les abeilles c'est important, Mhm, les fourmis c'est important, euh, tout est important, l'arbre est important, la rivière est importante, la mer est importante. Donc tout ça va s'enclencher euh, avec l'avancement technologique, avec l'avancement du savoir et de la science, en développement. On va mettre beaucoup plus de ça dans ce développement qui va arriver bientôt comme réparation ou comme restructuration entre la nature et... très très bien. J'ai une petite question encore, donc j'essaye. Bon, on peut pas répondre à toutes vos questions, hein, donc on va pas, parce que je veux pas aussi abuser du temps de Cassie. 201 idées qui dit: considérez-vous que la Chine a une dette envers l'humanité en tant qu'acteur économique pollueur? Là, il y a une solidarité de l'humanité concernant toute cette problématique Mm, de virus, de Tchernobyl. On a toujours de problèmes de la finance aux États-Unis. On a toujours donné pour supporter le choc pays. On n'a pas laissé la Russie, l'URSS toute seule à Tchernobyl. On n'a pas laissé le Japon tout seul avec le tsunami. On n'a pas laissé les États-Unis tout seul avec la spéculation financière. On a toujours participé, le monde entier a subi et participé à ces phénomènes, comme le monde entier travaille à la défense de la Terre, contre les météorites, contre le développement spatial, avec le déplacement spatial, etc. Non, on est dans une intelligence collective mondiale qui s'est établie de fait. Mais privilégier le développement économique en prenant beaucoup de risques au niveau sanitaire, ça non, ça non, ça non. bien sûr. Je suis d'accord de subir le problème de Tchernobyl, erreur humaine, tac, on l'a subi. Il y a des gens qui ont le problème de thyroïde jusqu'à présent en France. Je suis d'accord de supporter la problématique du tsunami au Japon, c'est un problème naturel. Mhm. Je ne suis pas d'accord pour supporter la problématique des subprimes aux États-Unis, c'est une spéculation régulée. Je ne suis pas d'accord de supporter l'envoi de virus comme ça, parce que soit on mange tout ce qui marche sur deux pattes ou sur même pas une rampe, ou... non, non. Tu veux te développer Mhm. Mhm. à l'international, et ben développe pas déjà chez toi. Mhm. Mhm. Il faut que le nouvel ordre mondial règle les choses, parce que Mhm. ça fait beaucoup de choses
Sincèrement, bloquer l'économie du monde comme ça, entre nous, il faut, comme on a dit, le pollueur doit être le payeur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Sauf bien s'il sûr. n'a pas de moyens. S'il n'a pas de moyens, on peut. Hum, hum. Oui, ça sera encore une autre réflexion. Ça sera une autre réflexion. En tout cas, c'est vrai qu'en cette période de confinement, nous, on a un petit peu voyagé comme ça à Las Vegas, à Los Angeles et tout, avec notre partenaire, bien sûr, Karima, hein, Ouais, ouais. qui est à nos côtés. Un Et ange. oui, un ange, un vrai ange. Et c'est vrai que on a entendu certains dire, bah oui, je redécouvre une vie, j'entends des coyotes, j'entends mes oiseaux. Donc voilà, il y a aussi ce petit côté positif qui fait qu'on se retrouve à soi-même et on réfléchit à son avenir. Et puis oui, comme vous disiez, il faut rebondir et se réinventer. Et c'est peut-être, c'est dur, effectivement, beaucoup trop de morts, mais peut-être aussi une autre façon de vivre, d'être plus écolo et faire attention à soi. Donc l'avenir nous dira, mais voilà, on reste fort et merci pour tous vos conseils, Cassie. Pour terminer, vous savez que nous, on a une petite rubrique, alors vous répondez comme vous pouvez, hein. On vous demande à l'instant T 5 mots-clés, 5 mots forts qui résument cette situation de cette pandémie, de ce confinement. Mot-clé, c'est restructuration, nature, humain. Nous sommes dans une restructuration entre la nature et l'humain. Deux, la science doit progresser et avancer. Ça, il ne faut pas de remise en cause de la science. Trois, l'homme doit être au centre du dispositif. L'entreprise est un élément stratégique qui doit être respecté, encouragé, choyé, aidé et aimé. Et cinq, cette jeunesse qui a la chance de vivre des choses qui vont arriver, saisissez l'opportunité. Voilà un peu mes cinq. Mots forts, hein, clés. Voilà. Très bien. Non, bah écoutez, je vous remercie, c'était très clair. Voilà, c'était important aussi d'avoir quand même bah, votre témoignage autour du confinement et puis de parler bien sûr de la diaspora parce que la France bah, c'est un pays universel aussi et que en période de crise sanitaire, bah, en fait, il faut être tous unis et puis il faut apprendre de chacun. Et voilà, donc peut-être que ça sera une leçon hein, de morale tout ça finalement puisque le Tout, virus, il n'a pas de frontières et on a besoin de toutes les aides, peu importe l'origine. ouais, de toute manière, on va aller dans ce sens-là de l'intelligence collective, de Bien l'entraide, sûr. etc. Ça, c'est de fait, puisque l'être humain, il est humain. Et comme, et C'est comme on vrai. est humain, c'est qu'on a une cervelle et qu'on sait raisonner. Moi, je lance juste un appel au président de la République parce que je vis dans la cellule de crise de gros problèmes. Mhm. On a aujourd'hui une problématique avec les dépouilles mortelles de nos anciens qui s'accumulent, qui ne peuvent pas être. L'Algérie prend en charge les dépouilles des anciens et les transporte gratuitement en Algérie pour les enterrer gratuitement et tout ça. Mais par précaution, l'Algérie s'interdit de transporter les dépouilles contaminées. Pour ne pas contaminer là-bas, on n'a pas les mêmes moyens que vous qu'ici. Donc, s'il peut juste demander aux communes, aux régions, de donner un bout de terrain ou un emplacement dans les cimetières pour pouvoir enterrer nos anciens qui ont quand même travaillé pour la France et qui ont aidé la France à être ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'ils aient un endroit, parce que nous, quand le corps reste longtemps confiné dans une morgue, etc., ou dans un espace réfrigéré, c'est pas quelque chose que les musulmans aiment. Le mort est mort, il ne sent plus rien, mais ceux qui restent souffrent. Donc, pour ceux qui restent, s'il peut juste nous aider à avoir des emplacements un peu partout en France pour enterrer nos morts. D'accord. Bah, le message est passé. J'espère qu'il arrivera jusqu'en haut de l'État parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose de grave et de compliqué. Donc, si on arrive à trouver une solution, tant mieux, tant mieux. Cassie, est-ce que vous avez pour la fin votre dernier mot, un message à passer justement
à toutes ces personnes à la fois confinées, aux personnes qui sont sur le front ou un message particulier? Voilà, c'est Moi, votre. j'ai un message vraiment. Vous savez que on a un membre responsable de la commission santé au niveau de la CACI en France, Abdelaziz Djellal, hein, Mhm. qui est responsable de 3 ou 4 EHPAD. Et il souffre, il est atteint vraiment dans son action journalièrement, etc. Moi, j'ai une pensée pour ces gens qui sont dans les EHPAD, et qui ont été touchés en premier, et qui sont aujourd'hui confinés, qui, enfin, enfin, cette période de vie, qui n'ont plus de relation avec leurs enfants et leurs familles, qui venaient les toucher, les caresser. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup de peine pour eux et je leur demande juste de tenir bon, que les choses vont être mieux dans quelques jours. Voilà, et que ça va le faire. Ça va le faire. Il y a des gens qui travaillent pour vous et pour nous, et qui sont sur le terrain et qui combattent ce fléau. Un autre mot pour les chefs d'entreprise. Moi, un chef d'entreprise, c'est une valeur mondiale, qu'il soit en Algérie, en France ou aux États-Unis. Un chef d'entreprise, c'est un acte, quand il entreprend, c'est un acte citoyen. Donc, c'est comme le service militaire, comme la guerre. Donc, le chef d'entreprise, je l'encourage à entreprendre, parce que ce qu'il attend va être les travaux d'Hercule, sans se plaindre. C'est juste avancer, s'organiser, et puis produire et accompagner la création de l'emploi, qui est l'une des priorités du chef d'entreprise. Créer de l'emploi, créer de l'emploi, créer de l'emploi. Et la création de l'emploi, c'est un élément structurant pour la société. Quand les gens travaillent, ils sont tranquilles. Voilà. Et l'autre élément, c'est envers la jeunesse. La jeunesse, vous avez la chance de vivre au point de vue scientifique et évolution des choses que nous, on ne rêvera jamais de vivre. Un changement du monde chaque 5 années avec les nouvelles technologies. Profitez-en et accompagnez le processus du développement et de la science. Et sincèrement, c'est beau à vivre et vous avez cette chance-là. Donc, ne vous confinez pas sur votre manière de vivre. Le monde est à vous. Allez à la conquête du monde. L'Algérie vous accueillera avec plaisir et l'Afrique aussi. Eh bien, écoutez, Cassie, merci beaucoup pour ces derniers mots positifs, parce qu'effectivement, ben, comme disait notre certaine, encore une fois Karima, mais en fait, je crois que c'est une citation de Djoura Djoura, les échecs sont aussi nos diplômes. Donc voilà, nous vivons un moment difficile, mais c'est peut-être effectivement pour nous une chance, et surtout la jeunesse, de pouvoir bah, nous faire découvrir un nouveau monde beaucoup plus serein, plus en paix, plus humaniste. Oui, j'embrasse Dura que tu viens de citer parce que Bah oui, Dura, c'est la diva d'origine algérienne qui nous a bercé pendant toute notre vie avec le groupe Djura et qui est aujourd'hui membre du Conseil économique social en France et qui fait un travail merveilleux au niveau de la diaspora. Donc j'embrasse très très fort Djura et je lui dis à bientôt. voilà. Merci beaucoup, Cassie. Donc, on va couper. Je vous remercie parce que, alors, sachez qu'on est resté quand même 1h24. J'espère que c'était pas trop lent pour vous. Mais nous, on était, Avec vous, c'était un plaisir. Ouais. mais nous aussi, c'était un plaisir. Et puis, j'espère qu'on aura répondu on peut pas répondre à toutes les questions dont tout est. On est confinés, donc on est des petites équipes. Mais voilà, suivez-nous toujours sur Coworking Channel. Et puis, on vous dit à très bientôt. Donc, on fait bye bye. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a une boîte mail contact Oui. @cassifrance.org. Et ben voilà, c'était important. Et puis, redonnez le nom du site. Cassifrance.org. Tout simplement, voilà. Très bien. Voilà.
Merci beaucoup, Cassie. Donc, je vous dis au revoir et à très Merci à bientôt. toi. Et on À se bientôt. suit. Au revoir. Au revoir. Merci. Bien voilà, nous avons eu la chance d'avoir un témoignage très intéressant, donc qui a duré quand même une bonne heure 20. Voilà, c'était aussi important de parler aussi des diasporas, hein, donc et notamment de l'Algérie. J'en fais aussi évidemment partie, mais on est à la fois française et puis on a aussi ses origines. Et c'est important aussi de mettre en avant les possibilités. Et hier encore, on parlait de l'Afrique, et aujourd'hui, je pense que dans cette période de crise pandémique, eh bien voilà, il n'existe plus de couleurs et que le but aujourd'hui, c'est de se retrouver tous ensemble pour se bagarrer contre ce fléau, et clairement cette pandémie qui est le Covid. Et bien sûr, toutes les forces, tous les pays du monde sont réunis pour trouver des solutions. Et voilà, donc aujourd'hui, on a parlé avec l'Algérie, mais on pourrait parler d'autres pays. N'hésitez pas, bien sûr, encore une fois, si vous souhaitez témoigner, laisser un message, et bien écoutez aussi une adresse, c'est coworkingchannel@gmail.com ou notre site qui est coworkingchannel.news. Merci à tous et puis là on vous laisse et peut-être à tout à l'heure dans de prochains lives.